Bonjour et bienvenue dans Géopolitis, édition consacrée cette semaine à la problématique de la multiplication des armes. Le phénomène est mondial. Les armes dites légères et de petit calibre, principaux instruments de la violence criminelle, font peser une menace grandissante sur la sécurité. Elles prolifèrent, sont de plus en plus fréquemment détournées et révèlent l'importance des filières liées au crime organisé. Exemple au Mexique, où les armes sont omniprésentes. Les conflits font bien sûr se multiplier la présence d'armes dans les pays ou les régions concernées. Selon une nouvelle étude d'Amnesty International, des armes seraient importées en grande quantité au Soudan, y compris dans le Darfour, en violation de l'embargo. La technologie 3D alimente ce fléau de manière très inquiétante. Les armes fabriquées à l'aide d'imprimantes et à partir de couches successives de polymères sont de plus en plus sophistiquées. Reportage à l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. C'est un véritable commerce de la mort qui ne cesse de croître et de provoquer des ravages partout. Qu'elles soient dans les mains de bandes organisées, de terroristes, de rebelles, de barons de la drogue ou de simples civils, les armes perpétuent un cercle vicieux d'insécurité et de violence. Ces armes, comme les pistolets, fusils ou mitraillettes, sont très souvent détournées, mais aussi parfois fabriquées de manière artisanale. Selon des estimations, au moins 1 milliard d'armes légères et de petit calibre seraient en circulation sur tous les continents, dont les 2/3 aux mains de particuliers. En réalité, on en sait davantage sur le nombre de têtes nucléaires dans le monde que sur cette menace, car les données fiables manquent, et c'est un problème majeur. Par définition, ces armes sont portatives, donc faciles à manipuler comme à cacher. Elles peuvent disparaître des radars. Pour en parler, nous recevons dans un instant Nicolas Florquin, chercheur au Small Arms Survey, organisme basé à Genève. Mais tout de suite, un état des lieux de ce trafic difficilement traçable et pourtant omniprésent. Nathalie Boujard. Fusils d'assaut, lance-roquettes, mitrailleuses, véhicules blindés, démonstration de force de ce puissant cartel mexicain de la drogue, l'un des plus violents et dangereux du pays. Au Mexique, les armes sont omniprésentes, les homicides quotidiens. Au total, environ 30 000 par an, dont une majorité par arme à feu. Confrontés à ces organisations criminelles, face aux meurtres, enlèvements, menaces, des citoyens s'organisent. Quand nous avons commencé, nous n'avions pas d'armes et Dieu merci, maintenant nous aussi nous avons des armes, nous en avons acheté. Plus de 13 millions d'armes non enregistrées sont en circulation dans ce pays d'Amérique centrale, alors que les lois sur la possession d'armes à feu y sont très strictes et que la seule armurerie du pays délivre moins de 50 permis par an. Environ un demi-million d'armes entrent au Mexique en provenance des États-Unis chaque année. C'est une estimation plutôt basse. Il s'agit de revolvers ou d'armes de type militaire, des armes qui ne devraient pas se trouver entre les mains de civils mexicains. Entre 70 et 90% des armes saisies au Mexique sont issues du trafic avec les États-Unis, notamment depuis les nombreuses armureries du Texas, d'Arizona, de Californie ou de Floride, tout près de la frontière. Cela aiderait beaucoup si les ventes d'armes à feu aux États-Unis étaient contrôlées. Ça doit être fait de toute urgence. En 2021, le Mexique a déposé plainte contre des entreprises américaines d'armes à feu pour pratiques illicites et négligentes, les accusant de faciliter le trafic d'armes à destination des cartels de la drogue. Rien que ces derniers mois, d'énormes saisies d'armes en Belgique, au Nigeria, au large du Yémen, au Venezuela. Selon les estimations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui ne révèlent qu'une fraction du trafic, les pistolets sont le type d'arme à feu le plus saisi au monde, suivi des carabines, des fusils de chasse, des revolvers, des mitraillettes, des mitrailleuses. La région où ces armes sont le plus saisies est le continent américain, particulièrement les pistolets. En Afrique et Asie, le fusil de chasse prédomine. L'Amérique du Nord est la principale région de départ des armes à feu saisies. La plus grande partie est acheminée vers l'Amérique centrale. Un flux important va aussi vers l'Amérique du Sud, le Proche et Moyen-Orient. À plus petite échelle, l'Europe ainsi que le Proche et Moyen-Orient sont également des régions sources d'armes illégales et approvisionnent le marché local comme international. Pour acheminer ces armes à feu, les trafiquants ont tendance à utiliser le transport maritime pour les grosses cargaisons. Le trafic par voie terrestre reste le plus courant. De plus petites quantités sont alors transportées dans plusieurs véhicules.
Il existe aussi un trafic dit de fourmis. De nombreuses personnes transportent alors sur elles des armes en petite quantité et livrent à un même destinataire qui a passé une commande à grande échelle. Une méthode utilisée par exemple en Afrique et au Mexique. Nous estimons qu'en Amérique latine, 75 à 80% des homicides et des féminicides sont commis avec des armes issues du commerce illicite. Au Mexique, dans un contexte de violence liée au cartel de la drogue, quelques 430 000 personnes ont trouvé la mort depuis 2006. Nicolas Florquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Small Arms Service, c'est un centre d'expertise basé à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Vous menez des enquêtes sur les flux d'armes illicites et leurs sources. Vous gérez aussi notamment une base de données. Et là, on est tout de suite au cœur du problème. C'est la question des données fiables sur les armes légères et de petit calibre. On peut bien comprendre que ces armes disparaissent des radars lors de trafic, on va y venir. Mais à l'origine, la plupart de ces armes ont été produites légalement. Est-ce à dire donc que le commerce autorisé lui-même n'est pas transparent? Tout à fait. Alors il faut savoir qu'il n'existe aucun mécanisme universel qui oblige les États à rapporter sur leur transfert ou leur production d'armes. Il existe des mécanismes, on va dire, volontaires dans le cadre de certaines conventions internationales. Mais on voit qu'aujourd'hui, même dans le cadre de ces systèmes de rapports, très peu d'États, par exemple dans le cadre du traité sur le commerce des armes, moins de la moitié des États partis à ce traité rapportent dans les temps, dans les délais sur leur commerce. Et avec une industrie qui a tendance à se diversifier, à se multiplier un peu partout. Tout à fait, on n'est plus du tout dans une optique des armes produites dans le Nord et exportées vers le Sud. On voit qu'aujourd'hui, le top 3 des exportateurs d'armes au niveau mondial inclut des pays comme le Brésil, par exemple. On voit qu'il y a des producteurs également dans d'autres régions, dans le Moyen-Orient, en Amérique latine, en Amérique centrale, même en Afrique. Donc des producteurs, un panorama des producteurs qui s'est vraiment diversifié ces 20 dernières années. Et un chiffre effrayant, au moins 1 milliard d'armes de ce type seraient en circulation dans le monde. C'est un chiffre qui a doublé en 20 ans. Alors les estimations ont doublé. Alors on a plus d'informations aujourd'hui qu'on en avait avant, mais il est clair que ce chiffre augmente. Par exemple, juste pour le marché américain, 13 millions d'armes nouvelles sont produites chaque année. Donc on voit que ce stock d'armes mondial vraiment grandit chaque année. On ne se rend peut-être pas compte, mais la majorité de ces armes sont aux mains, en réalité, des privés, des particuliers. Oui, 80% de ces armes sont aux mains des privés. Et un problème de cumul aussi, parce que ces armes à feu ont une grande durée de vie. Elles ont été parfois conçues des années plus tôt. On les retrouve, entre guillemets, sur le marché, en fait, en recirculation. Oui, ça arrive beaucoup. Alors dans les grands conflits ouest-africains, par exemple, des années 2000, on a vu des armes de 20, 30, 40 ans circuler de conflit à conflit, du Sierra Leone au Libéria, puis en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment des armes qui, tant qu'elles ne sont pas détruites ou collectées et neutralisées, elles peuvent continuer à alimenter des conflits. La plupart de ces armes sont à l'origine produites sous licence, on en a parlé. Comment ces armes deviennent ensuite illicites? Alors on parle de détournement, il y a plusieurs scénarios. Il y a le détournement des transferts, c'est-à-dire qu'un pays exporte des armes vers un autre pays, elle l'autorise, mais cet autre pays, par exemple, va les réexporter sans l'accord du pays exportateur. Donc ça crée un détournement des transferts. Il y a aussi un détournement des stocks, donc ça peut être des énormes détournements, comme dans le cas de l'Irak en 2003 ou la Libye en 2011, où des groupes armés ont saisi des stocks nationaux, des stocks nationaux massifs, et ça a créé une instabilité de long terme. Et rapidement, les munitions, c'est aussi un problème? Alors, les munitions, c'est aussi un problème, évidemment, et c'est aussi un petit peu le maillon faible du contrôle des armements au niveau international, parce qu'il n'est pas possible d'avoir, en tout cas pour l'instant, des numéros de série uniques sur ces munitions qui permettraient de les tracer si elles étaient détournées. Il est également très difficile d'organiser une surveillance de la bonne utilisation des munitions quand elles sont, par exemple, utilisées soit dans un stand de tir ou dans un champ de bataille, par exemple. Comment vérifier que toutes les munitions ont été utilisées de la façon prescrite? Alors, le commerce d'armes est un véritable cauchemar pour les civils pris au piège des conflits. C'est le cas au Soudan, où une violente guerre civile fait rage depuis avril 2023. Une récente enquête d'Amnesty International montre que des armes étrangères ne cessent d'être livrées sur place, y compris au Darfour. Rachel Barbara Hubi.
On l'appelle la guerre oubliée. Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à une violente guerre civile. Elle oppose l'armée soudanaise, dirigée par le général Al-Bourhan, aux forces paramilitaires du général Daglo. Un conflit qui a plongé le pays au bord de la famine et qui a provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes. Viols, tortures, exécutions de civils, la liste des crimes de guerre est longue, selon l'ONU. Cette guerre sanglante serait alimentée par un afflux constant d'armements en provenance de l'étranger, d'après une récente enquête d'Amnesty International. En analysant près de 2000 dossiers d'expédition et des milliers d'images du conflit, l'ONG a suivi la trace d'armes aux mains des belligérants des deux camps. On s'est rendu compte qu'il y a toute une série d'États qui exportent des armes au Soudan, et ça c'est en violation avec le traité sur le commerce des armes qui interdit d'exporter des armes là où il y a des risques probables de violation des droits humains et encore plus graves de crimes de guerre, comme c'est le cas maintenant au Soudan. En tout, 6 pays fournisseurs sont pointés du doigt. La Serbie, la Russie, la Turquie, la Chine, les Émirats arabes unis ainsi que le Yémen. Plusieurs d'entre eux sont signataires ou parties au traité sur le commerce des armes. Certaines armes atteindraient même le Darfour, et ce malgré un embargo de l'ONU dans la région. Une des caractéristiques des armes qu'on trouve au Soudan, c'est que c'est des armes à destination de clients civils qui sont détournées pour intégrer pleinement le conflit armé. Et puis aussi, on constate que les armes à blanc, qui normalement contiennent des cartouches non létales, pourraient être transformées à des fins létales, donc pour tuer des gens. De quoi alerter Amnesty International qui appelle à une extension de l'embargo. En fait, quand on exporte des armes au Soudan, on est pratiquement certain qu'elles vont donner lieu à des violations des droits humains. Il faut vraiment qu'il y ait une interdiction stricte d'exporter des armes à l'ensemble du Soudan. La deuxième chose, c'est que les États partis ou signataires au traité sur le commerce des armes contrôlent strictement leurs exportations et ne donnent pas autorisation à leurs entreprises nationales d'exporter des armes vers l'ensemble du territoire soudanais. Des appels qui peinent à trouver un écho au sein de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour 1 an l'embargo dans la région du Darfour, malgré les contournements. À Genève, des pourparlers de paix en août dernier ne sont pas parvenus à un accord de cessez-le-feu. Pendant ce temps, au Soudan, la guerre s'enlise et la famine s'installe. Nicolas Florquin, la situation au Soudan est particulièrement dramatique. Les producteurs, distributeurs sont redoutables. Ils arrivent toujours à contourner les règles. Tout à fait. On voit beaucoup de différentes techniques pour évader les contrôles sur les exportations et les importations. Notamment la catégorisation d'armes, on va dire, à usage militaire en tant qu'armes civiles. Donc, par exemple, des fusils sniper qui sont en fait déclarés à l'exportation comme étant des fusils pour le tir sportif. Donc, on retrouve beaucoup de combines pour essayer de détourner les règles, les contrôles d'exportation. Et puis il y a aussi la problématique des armes dites à blanc, les armes donc d'alarme conçues pour ne tirer que des cartouches à blanc. On peut les convertir et les rendre facilement létales ? Tout à fait. Donc c'est un problème qui touche différentes régions et on était au courant de ce phénomène également en Libye, mais aussi en Union européenne. C'est d'ailleurs l'une des principales sources d'armes illicites dans l'Union européenne. Ce sont ces pistolets d'alarme, donc qui sont facilement convertibles au tir de balles réelles. Et c'est un problème qu'il est très difficile de légiférer. Il faut aussi relever que la plupart des armes qui sont utilisées dans le conflit restent des armes industrielles, et que le Soudan dispose de sa propre industrie de l'armement et que donc probablement cette production contribue également énormément au conflit en termes des armes utilisées. Oui, vous parlez de conflit, il y a la gestion aussi post-conflit qui est importante. On dit que le taux d'homicide par arme à feu dans les sociétés qui sortent d'un conflit, donc qui émergent d'un conflit, dépasse souvent celui des morts sur le champ de bataille. Tout à fait, on a vu par exemple en Ukraine, après 2014-2015, donc après la première vague de conflits à l'Est et en Crimée, que le taux d'homicide a vraiment augmenté de façon dramatique en Ukraine pour atteindre un pic en 2017. Donc en effet, dans certaines zones post-conflit, si les tensions perdurent, si les armes sont disponibles, cela peut contribuer à la criminalité. On voit également que dans d'autres zones, comme l'Amérique latine, c'est là qu'on retrouve les taux d'homicide les plus élevés au monde et que les armes à feu jouent un rôle très important. Et là, on parle plutôt de conflits non traditionnels, c'est-à-dire entre gangs, entre cartels et crimes organisés. Vous revenez d'ailleurs d'une mission en Ukraine. La demande des civils est importante, mais il est difficile pour eux de se procurer justement des armes. C'est relativement contenu.
Tout à fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une telle demande d'armes sur le front que c'est même difficile pour les civils qui pourtant sont demandeurs en termes d'autoprotection d'acquérir des armes. Donc c'est plutôt, on va dire, bon signe pour le reste de l'Europe, c'est-à-dire que la possibilité que ces armes traversent les frontières vers l'Europe reste relativement limitée, mais c'est clairement inquiétant aussi pour l'Ukraine. C'est un véritable cercle vicieux. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir parce que ces armes aggravent les tensions, la violence, et cette violence elle-même génère un sentiment d'insécurité qui donc appelle aussi à une demande d'armes. Tout à fait. Donc il est primordial de placer le contexte, de placer le contrôle des armements et de l'offre en armes dans le contexte de politique plus globale qui touche également comme vous le dites, le développement, la bonne gouvernance, la sécurité, la prévention de la criminalité. Sinon, les politiques de contrôle de l'offre de l'arme seront vouées à l'échec sur le moyen terme ou le long terme. Il y a un type d'arme bien particulier qui représente une menace croissante. Ce sont les armes fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D, de moins en moins chères à fabriquer, de plus en plus perfectionnées. Elles occupent une part importante du trafic. Voyons cela avec Mélanie Oyon. Dans ce laboratoire de l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, des armes en plastique ont une place spéciale. Pourtant, elles sont loin d'être inoffensives. Elles ont toutes été fabriquées ici en impression 3D. Grâce à des tirs contrôlés, des chercheurs testent leur efficacité, observent les traces particulières générées par ce type d'armes pour pouvoir ensuite les distinguer sur des scènes de crime. À des fins de recherche, ce laboratoire a une autorisation spéciale des autorités car, comme dans beaucoup d'autres pays, les armes imprimées sont interdites en Suisse. On ne voit pas vraiment l'utilisation de ces armes ni dans le grand banditisme de manière très régulière, ni pour commettre des délits. Ce n'est pas les armes encore les plus précises, les plus fiables. Donc si on veut vraiment commettre un délit, ce n'est pas forcément le premier choix qu'on aura. Par contre, ça devient, et de notre point de vue, un risque important sur le fait que c'est très accessible, facilement accessible. En à peine quelques clics, des plans disponibles sur Internet et transmis à une imprimante 3D permettent de fabriquer ce type d'engin. Depuis les premiers pistolets comme le Liberator, les modèles ont beaucoup évolué. On a des armes relativement simples en utilisation, comme on avait avec le Liberator, qui sont faites pratiquement que en polymère imprimé et qui sont relativement peu fiables et qui risquent assez vite d'exploser même au premier tir. Et on a ensuite des choses qui sont de plus en plus complexes, qui intègrent de plus en plus de parties métalliques et peut-être même certaines composantes existantes d'armes à feu. Et on peut arriver sur des armes qui sont extrêmement perfectionnées. La saisie de ces armes a augmenté ces dernières années. Olivier Delémont a participé à une étude qui recense le nombre de cas dans le monde impliquant des armes imprimées en 3D. L'an dernier, c'est en Amérique du Nord et en Europe que le nombre d'incidents a été le plus élevé, dans une moindre mesure en Océanie, puis en Asie et en Amérique du Sud, aucun sur le continent africain. Pour cela, on a décidé de se baser sur les sources ouvertes, c'est-à-dire les rapports de police qui seraient publics, les mentions faites dans la presse internationale, dans les différentes presses des pays, sur des sites internet, etc., de ces saisies ou de l'utilisation de ces armes. Ce qui est difficile à évaluer, c'est est-ce que cette augmentation est une augmentation du nombre d'armes produites ou est-ce que c'est aussi une augmentation de la sensibilité des médias et des polices à ce phénomène. Et ça donne aussi des tendances de quels sont les types d'armes qui sont imprimées et saisies. Cette année, pour la première fois en France, un réseau de fabrication d'armes imprimées a été démantelé. Ces engins semi-automatiques se vendaient entre 1 000 et 1 500 €. Nicolas Florquin, les armes imprimées en 3D, c'est un véritable problème. Non seulement elles sont difficilement traçables, mais elles sont aussi modulables. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on peut en fait créer sa propre arme en imprimant une partie, par exemple la carcasse, et en obtenant des pièces détachées sur le marché légal et ainsi constituer une arme très performante. C'est plus facile dans des pays comme d'Amérique du Nord, par exemple, où la législation permet la vente libre de ces autres pièces. Donc c'est le squelette
que l'on imprime et l'on ajoute des pièces détachées et parfois même en métal et on trouve tout sur le net. Tout à fait. En Amérique du Nord notamment, mais bien sûr, ces pièces peuvent aussi être trafiquées. Donc on assiste également à un trafic de ces pièces dans le but de composer des armes avec des pièces justement de différentes sources. C'est évidemment interdit, en tout cas dans la plupart des pays. Et puis aussi, on arrive à identifier des restes maintenant de polymères. Donc il y a quand même toujours ce savoir-faire pour remonter la filière. Tout à fait. Alors il est clair qu'il n'est pas possible de tracer une arme imprimée en 3D par des méthodes conventionnelles sur la base du numéro de série, mais comme on a pu le voir, les scientifiques, les experts forensiques sont en mesure de créer des liens entre une imprimante et une arme retrouvée sur une scène de crime. Et ces techniques sont développées pour arriver à de meilleurs résultats. Au-delà des armes imprimées en 3D, que sait-on des armes fabriquées, on va dire, artisanalement ? Dans les ateliers, par exemple. Alors, il y a une vingtaine d'années, c'était un petit peu marginal, on va dire, et c'était assez peu traité dans les conférences internationales. On voit qu'aujourd'hui, le phénomène a explosé et on en a parlé aujourd'hui. Il y a différentes variantes de ces armes non industrielles. On a cité les armes à blanc qui sont modifiées en armes réelles, les armes 3D. On peut également citer les engins explosifs improvisés qui sont la principale cause de mortalité dans des zones comme le Sahel en termes de morts, des conflits, de morts violentes. Mais aussi d'autres phénomènes comme par exemple la modification de drones commerciaux qui sont en gros transformés comme des missiles portatifs guidés et utilisés comme missiles anti-chars par l'ajout d'explosifs. Et donc, on voit qu'il y a toute une panoplie d'options maintenant pour créer des armes de façon non industrielle. Il existe, et c'est une première victoire, un traité sur le commerce des armes entré en vigueur fin 2014. Une victoire certes, mais est-ce que ce traité est vraiment efficace ? Alors, il est clair que le traité ne dispose pas de mécanisme de sanction en cas de violation. Bien sûr, elles peuvent être discutées par les États et aussi discutées avec les ONG, avec les organismes de surveillance privés, on va dire, comme mon organisation. Mais il n'y a pas vraiment de mécanisme de sanction. Par contre, ce qu'on voit, et là on a vu des résultats, c'est quand les États parties, bien sûr, ils transposent ce traité dans leur loi nationale. Et donc, il y a des mécanismes au niveau national qui peuvent être utilisés pour exercer la pression sur le gouvernement pour stopper certains transferts. Donc, on a vu, par exemple, par la pression des ONG, par la pression des parlementaires dans certains pays, qui ont décidé de suspendre certains transferts, par exemple, vers des pays impliqués dans la guerre du Yémen, par exemple. Tous les pays ne l'ont pas signé ou ratifié ? C'est aussi une problématique. Non, alors on compte 115 États membres aujourd'hui, donc on est loin de la totalité des pays. Il manque certains grands pays comme les États-Unis et la Russie. La Chine a tout de même rejoint le traité il y a quelques années. Beaucoup des pays producteurs européens en font partie également. Donc c'est un traité assez neuf et donc on l'espère va pouvoir créer plus de momentum dans les années à venir. Merci beaucoup, Nicolas Fleurquin. Je rappelle que vous êtes chercheur au Small Arms Survey. C'est une organisation qui célèbre cette année ses 25 ans. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Des millions d'armes légères et de petits calibres circulent dans les pays qui ont connu la guerre ou qui sont plongés dans l'instabilité. C'est particulièrement le cas en Afghanistan. À l'heure actuelle, sous le régime des talibans, le phénomène s'est largement amplifié, mais il n'est pas nouveau. Lors de la guerre d'Afghanistan qui a opposé l'armée soviétique aux Moudjahidines entre 1979 et 1989, les rebelles afghans se fournissaient en armes, notamment au Pakistan voisin. Extrait d'un reportage diffusé dans l'émission Temps présent en 1980. C'est ici que les guérilleros afghans viennent chercher leurs armes. Elles sont fabriquées dans des ateliers artisanaux et vendues librement. Il faut dire que c'est une tradition dans cette région. Chacun ici est armé. Des bricoleurs géniaux copient toutes les marques de fusils, de pistolets, de mitraillettes, du Mauser allemand au Colt américain, en passant bien sûr par la fameuse Kalachnikov russe. Il suffit d'avoir de l'argent. La guerre, même artisanale, coûte cher. 2, 3 ou 4 $ pour une balle de fusil, selon le calibre. Sur ce marché peu commun, il est vrai qu'il y en a pour tous les prix. On trouve des grenades pour une dizaine de francs suisses, mais aussi des armes beaucoup plus perfectionnées, comme ce canon anti-aérien capable d'abattre un hélicoptère d'assaut moderne.
Il a été bricolé dans une arrière-cour en un mois. Ce sont ces ateliers dérisoires que la propagande soviétique présente comme des bases agressivement dirigées contre la révolution afghane. Jusqu'à quel point est-il possible d'affronter une grande puissance militaire avec de telles armes ? Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Cette émission, comme toutes les précédentes, sont à voir ou revoir grâce aux applications de la RTS et de TV5 Monde, mais aussi à notre chaîne YouTube. Très belle suite et portez-vous bien.